retrouve à nouveau donc des intervenants que vous avez déjà croisés lors du premier webinaire. Simon Touin, effectivement, pour l'ADEME, qui présentera en deuxième partie du webinaire les mécanismes de soutien dont je parlais précédemment. Et puis Charlie Le Caludec et Cindy Melfort, donc du CEREMA, qui nous présenteront, elles, en première partie, les outils réglementaires, le plan chaleur et froid, donc comment utiliser certains mécanismes comme le PCAET, les schémas directeurs, voilà, tous ces éléments-là qui peuvent vous permettre effectivement de planifier ces solutions. Avant de débuter ce webinaire, je vais laisser la parole à Emmanuel Poncé, notre coordinateur de la e-communauté énergie du CNFPT, qui va effectivement vous introduire les formations qu'on peut avoir en lien avec ce sujet d'actualité. Merci Vanessa, bonjour à tous. Oui. Bienvenue pour ce deuxième webinaire. Vous êtes encore nombreux à vous être inscrits pour participation ou visionner a posteriori, puisque donc nos deux animateurs vous indiqueront bien sûr comment retrouver le replay et la présentation en fin de webinaire. Donc deuxième webinaire des 4 prévus, donc les 2 autres 18 décembre sur la gouvernance et les outils, et le 20 janvier sur une charte qui vise justement à bien gérer la ressource bois sur les territoires. Alors, effectivement, une offre de formation dont on a parlé la dernière fois lors du premier webinaire avec 4 stages qui vous est proposé, et nous avons aujourd'hui la liste des sessions de formation auxquelles vous pourrez participer en 2026. Donc, j'ai réalisé un document qui vous permettra d'avoir accès directement aux dates et lieux de ces différentes formations qui tournent autour de la question de la chaleur et du froid renouvelable. Voilà, donc ce sera joint au compte-rendu. Et vous pourrez consulter ce document, vous inscrire aussi. Ce sont des sessions de formation à aire de recrutement national. Donc, où que vous soyez sur le territoire national, vous pourrez vous inscrire et après sélection, y participer, bien sûr. Voilà. J'en profite pour faire un appel aussi à candidature pour le groupe de travail qu'on va monter, enfin on est en train de le monter, donc avec l'ADEME, le CEREMA, Amorce y participera aussi. Et j'en profite pour bien sûr remercier nos intervenants, ainsi que l'élu qui arrivera un peu plus tard. Et donc je fais un appel à candidature. Et là je vous envoie donc mes coordonnées, enfin l'adresse mail. Si vous avez une expérience en la matière, vous êtes intéressé de travailler sur l'offre de formation du CNFPT sur la chaleur et le froid renouvelable, vous êtes invité à me contacter de manière à vous joindre à ce groupe de travail qui va démarrer, dont les travaux vont démarrer donc dans les semaines à venir. Voilà, Vanessa, je te rends la parole et puis je vous souhaite un beau webinaire. Je serai là pour épauler Julien dans la co-animation. Merci Emmanuel pour ces informations. On va donc, je l'ai dit, débuter ce webinaire avec donc nos 2 intervenants du CEREMA qui laisseront donc la parole ensuite à Simon Touin de l'ADEME et enfin, en dernier lieu, Monsieur Jean-Christophe Bauclé, donc maire adjoint à la mairie de Saint-Ouen de Touberville, de Touberville, qui nous présentera un projet donc de géothermie sur la commune. Voilà. Et bien sûr, dans l'onglet conversation, vous retrouverez les ressources du premier webinaire, enfin le lien vers les ressources du premier webinaire, et vous trouverez également celle d'aujourd'hui et des suivants, bien sûr. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet conversation tout au long de ce webinaire. Elles seront relayées en fin de webinaire. C'est notre dernière partie. Après le témoignage de Monsieur Bauclé, nous aurons un temps dédié à vos questions auprès de nos intervenants. Merci à tous. Je laisse la parole donc au CEREMA. Merci Vanessa. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Charlie. Je suis avec Cindy, nous sommes du CEREMA et on va commencer par vous parler de la planification dans les territoires avec quels sont les outils et les documents réglementaires qui sont à disposition. Dans un premier temps,
l'idée c'était de marquer l'importance de la planification locale de l'énergie, parce qu'elle permet notamment d'atteindre des objectifs qui sont fixés à l'échelle de l'État, donc réglementaires, et qui doivent être déclinés localement, pardon. Ça permet aussi d'engager une maîtrise de la consommation énergétique, bien sûr d'engager des mesures de développement des énergies renouvelables et de récupération locale, et voilà, et surtout de construire une vision à long terme avec des perspectives d'évolution des réseaux. Pour ce faire, on fait un simple, ça c'est un rapide rappel des objectifs de ce qu'est la chaleur et le froid actuellement en France et des objectifs. Donc ça a déjà été évoqué lors du premier webinaire, donc c'est pour rappeler simplement que voilà, actuellement la majorité de la chaleur est produite par des énergies fossiles en France. Et on voit que simplement 22% de cette chaleur est produite par des énergies renouvelables et de récupération thermique. Et dans le mix énergétique des énergies renouvelables, la grosse majorité est représentée par le bois énergie. Donc c'est à la fois les chaudières collectives, le bois énergie comme vous avez chez vous aussi, votre chauffage, votre cheminée. Voilà. Et la deuxième grosse partie, c'est les pompes à chaleur aérothermiques, voilà, que l'on différencie des pompes à chaleur géothermiques et voilà. Donc ça c'est en gros le mix que l'on voit actuellement dans les énergies renouvelables. Là c'est un simple rappel des objectifs qui vous ont été présentés au premier webinaire par l'ADEME. Donc ces objectifs ils ont été fixés par la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 et qui sont déclinés par secteur donc par type d'énergie en fait dans la PPE 3 qui est toujours en cours d'élaboration, enfin qui est toujours pas, on va dire, voté. Donc on constate que ces objectifs sont plutôt, sont très ambitieux. Et donc là, voilà, actuellement, on est à 173 TWh, je crois, d'énergie de chaleur renouvelable produite. Et donc on a des objectifs à 276 TWh pour 2030 et 330 pour 2035. Donc la marche est grande. Voilà, là c'était un rapide rappel des objectifs qui concernent cette fois les réseaux de chaleur. Donc là on a les derniers chiffres qui sont sortis sur les réseaux de chaleur sur l'année 2024. Donc on est à 1041 réseaux de chaleur et ça représente 32,3 TWh de chaleur produite, chaleur livrée pardon. Donc voilà, on est un peu plus que ce qu'on avait fixé pour 2020 et bon, il y a encore une marche importante pour atteindre les objectifs de 2030 et 2035. Sur les réseaux de froid, on en est à 49 réseaux de froid et on a un peu moins de 1 TWh, je crois, voilà, actuellement. Donc, pour pouvoir atteindre ces objectifs plutôt ambitieux, on va vous présenter, nous, les différents documents de planification qui sont disponibles. Voilà. Donc là, Charlie vous a fait un récapitulatif un petit peu au niveau national, ce qui était déjà présenté lors du premier webinaire. Et du coup, la question se pose à partir de ces objectifs un peu supra, comment on les décline à des échelles infra, notamment régionales, intercommunales, voire communes aussi, puisque suivant les compétences, on va avoir aussi des portages qui peuvent descendre jusqu'à la commune. Donc l'idée, c'est un petit peu de rendre un peu plus opérationnel les différents échelons de la planification. Après, donc on a mis un petit graphique, peut-être que vous connaissez, qui fait un peu peur parce que voilà, il y a beaucoup d'éléments de cadrage. En rouge, on retrouve tout ce qui relève du national. On a évoqué la PPE. Vous connaissez peut-être aussi la stratégie nationale bas carbone qui va regarder sur des périodes les quotas d'émissions de gaz à effet de serre notamment. Donc évidemment, la PPE s'articule avec ce cadrage-là. Et vous avez aussi le schéma national de mobilisation de la biomasse, donc là spécifique sur la biomasse dont fait partie le bois énergie. Voilà, donc ça c'est le cadrage un petit peu national. On a aussi le prépa qui regarde plutôt la partie qualité de l'air. Et donc, on va avoir un échelon intermédiaire qui est l'échelon régional. D'ailleurs, aujourd'hui, la PPE qui est en consultation aura un volet régionalisation avec des objectifs qui vont être proposés à des mailles régionales pour alimenter aussi les discussions. Il y a des SRADET qui sont donc les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires qui sont en cours de révision.
voir qui vont être aussi adoptés, voilà, qui vont permettre de décliner ces objectifs nationaux. Et puis après, on va descendre à la maille intercommunale avec le plan climat air énergie territorial qui va s'articuler notamment avec les schémas de cohérence territoriale et à des mailles aussi plus opérationnelles, les PLUI. Ça, c'est quelque chose qui est important puisque un règlement de PLUI, il faut qu'il soit compatible avec il doit prendre en compte, le plan climat air énergie, et notamment on va avoir dedans des leviers qui vont permettre de faciliter la mise en œuvre opérationnelle du programme d'action du plan climat. Donc on y reviendra sur ces différentes pièces. On va pas tout détailler aujourd'hui parce que la planification c'est un vaste sujet. On propose de faire un focus sur le plan climat et sur des outils un petit peu plus spécifiques qui peuvent être sur des démarches volontaires comme les schémas directeurs énergie. On parlera aussi du schéma directeur réseau de chaleur puisqu'on aura aussi un webinaire dédié à ce levier-là que sont les réseaux de chaleur et de froid, et un outil juridique qui est le classement des réseaux de chaleur. Donc voilà, on fait un focus sur certains objets, mais on pourrait passer beaucoup plus de temps sur la planification au sens large. Donc voilà dans les grandes lignes, et donc on va parler pour démarrer du PCAET. Oui. Donc ce plan climat, comme on le voit là, il doit prendre en compte les objectifs du SRADET et du SCOT, et aussi s'articuler avec le SRB, le schéma régional biomasse. Donc pour parler un peu particulièrement de ce plan climat air énergie territorial, alors c'est un outil qu'on dit opérationnel qui permet de coordonner donc la transition énergétique à l'échelle intercommunale. Donc on parle bien d'un document qui s'articule, qui se met en place à l'échelle intercommunale. Il a d'ailleurs été rendu obligatoire pour les EPCI de plus de 20 000 habitants. Et il est possible aussi au volontariat pour les autres EPCI de le mettre en place. Donc cet outil-là, il traite de la réduction des gaz à effet de serre, de la sobriété énergétique, du développement des énergies renouvelables. Il y a aussi le sujet de la qualité de l'air qui est traité, et du stockage carbone, et tout un volet adaptation au changement climatique. Donc il est composé de 4 parties. Donc il y a un diagnostic qui est un état des lieux, une évaluation de ce qui existe sur le territoire, une stratégie territoriale donc qui va permettre de fixer des objectifs stratégiques et qui sont aussi opérationnels pour le développement d'énergie, la réduction des émissions. Il y a tout un programme d'action qui en fait des mises en place concrètes d'actions pour atteindre ces objectifs, et il possède aussi un dispositif de suivi et d'évaluation donc qui se fait, il me semble, à partir de 3 ans, sachant que le PCAET, lui, est adopté pour une durée de 6 ans. Et donc ce dispositif de suivi et d'évaluation permet de préparer la mise à jour du plan après une durée de 6 ans. Donc pour être un peu plus dans les détails sur ce qui est attendu, en tout cas en termes de rapport à au sujet de l'énergie et de la chaleur particulièrement, donc dans le diagnostic, on peut faire c'est un état des lieux complet donc de ce qui est disponible sur le territoire en termes de sources d'énergie, donc de production énergétique, l'identification aussi des potentiels de où est-ce qu'on va pouvoir réduire la consommation, les différents réseaux qui sont actuellement sur le territoire, donc les réseaux de gaz, les réseaux d'élec, mais également est-ce qu'il y a des réseaux de chaleur ou pas, et quels sont-ils, et aussi l'identification de zones où il y a des vulnérabilités particulières au changement climatique, comme des risques de submersion, ce type de sujet-là. Donc le diagnostic permet vraiment d'avoir une vue globale de les énergies sur le territoire. Pour faire un lien avec tout ce qui est réseau de chaleur, donc ça peut ce qui est intéressant de faire dans ce diagnostic, c'est le recensement de tous les réseaux de chaleur. Donc on peut trouver des éléments sur différentes plateformes comme France Chaleur Urbaine. Il y a l'enquête annuelle aussi des réseaux de chaleur et de froid qui fournit des éléments là-dessus. Dans le diagnostic, on va aussi pouvoir évaluer est-ce que s'il y a des réseaux de chaleur, quel est le potentiel de développement, donc d'agrandissement, d'extension de ce réseau. Pareil, il y a des outils que nous aussi on a développés qui peuvent vous permettre de compléter ce diagnostic. Et de voir quelles sont les énergies qui peuvent être valorisées sur le territoire et quelles sont les énergies de récupération également, les industriels qui pourraient éventuellement avoir de la chaleur fatale qui pourraient être valorisées. Voilà. Tous ces sujets-là sont à étudier dans le cadre de ce diagnostic. Une fois qu'on a fait le diagnostic, on va élaborer une stratégie. Donc voilà, on identifie les priorités, les objectifs stratégiques
qui sont opérationnels. Donc là, on peut étudier les sujets de la maîtrise de consommation d'énergie, et voilà, d'évolution aussi des réseaux énergétiques. Dans le cadre du PCAET, là, pour ce qui concerne les réseaux de chaleur, on peut aussi évaluer comment on va verdir en quelque sorte le mix, donc comment on peut substituer les énergies fossiles à des énergies renouvelables et de récupération. Voilà, par exemple, on peut définir un taux maximum enfin un taux en tout cas à atteindre d'énergie renouvelable et de récupération pour un réseau donné. Ça, c'est une des mesures concrètes qui peut être inscrite dans cette stratégie. Voilà. Et il faut essayer aussi de coordonner ce développement avec aussi comment la ville, enfin comment dire, comment la collectivité s'agrandit et quels sont les différents projets aussi urbains qui vont apparaître en tout cas dans les années à venir. Et donc voilà. Ensuite, on a le programme d'action. Donc, on définit dans ce programme quels sont les projets qui sont principaux à mettre en œuvre, qui seront fédérateurs. On peut pareil se définir des objectifs. On fixe un calendrier. Quand est-ce qu'on va faire ces actions, à quel objectif, enfin, dans quel temps, dans quelle plage de temps. Voilà. Et enfin, donc le dispositif d'évaluation, on en a parlé avant, c'est moins focus sur tout ce qui est chaleur, mais donc il est aussi important de le mettre en place. Et donc on avait un petit exemple, donc c'est plein de... Préciser aussi que sur le programme d'action, on regarde pas que le patrimoine de l'intercommunalité ou de la commune, hein, on est bien sur des choses qui sont multi-acteurs, puisque voilà, pour mettre en œuvre la stratégie territoriale qui va toucher tout le monde, les consommations de chaleur, elles sont partout entre guillemets. Donc il y a aussi des choses qu'on peut mettre en place avec les partenaires socio-économiques du territoire, voire des actions à destination voilà des citoyens, des habitants. Donc il y a bien tout le scope à regarder. Oui, fédération aussi et sensibilisation qui rentre dans ce sujet. Donc là, on avait mis un petit extrait d'une synthèse qui avait été faite par Ambérieux en budget dans le cadre de son PCAET. Donc, quand on dit c'est l'identification au niveau de son territoire, donc là, ce qu'ils avaient mis en perspective, c'était à la fois où sont les ressources forestières. On voit aussi voilà, les différents moyens de transport et de communication qui existent sur le territoire. Où sont les parcs de logement, donc logements anciens, peu denses et qui mériteraient qui mériteraient sans doute de rénovation. Donc, identifier ces différents sujets principaux relatifs à la réduction de consommation d'énergie, mais aussi à la production de ces énergies, et donc de fournir ainsi une synthèse sur son territoire qui permet de voir où sont les vulnérabilités, sur quels sujets les points en particulier sont à étudier. Donc ça, c'est un exemple de réalisation dans le cadre d'un PCAET. Je sais pas si tu veux. Alors là-dessus, là on avait un autre exemple. Donc là, c'est un cadastre solaire qui a été fait dans le 79. Donc ça aussi, c'est un des moyens d'identifier les ressources d'énergie qui pourraient être mobilisées. C'est de fournir un cadastre solaire thermique enfin solaire tout court d'ailleurs, qu'il soit photovoltaïque ou thermique. On parle beaucoup de thermique là parce qu'on parle de la chaleur en l'occurrence dans ce webinaire, mais voilà, et de le mettre à disposition de tous, mais aussi pour, dans le cadre de son PCAET, élaborer une stratégie qui serait relative à voilà, où est-ce qu'on met en place du solaire sur sa commune. Donc ça, c'est un moyen pour identifier les ressources solaires. Et enfin, on avait un dernier exemple. Donc là, c'est dans le cadre de l'élaboration de son PCAET, Lorient Agglomération a élaboré cette carte qui est plutôt synthétique, et on voit des grandes zones, donc qui regroupent justement les différents thèmes qu'on a évoqués juste avant. On voit des zones de vulnérabilité. On peut parler de vulnérabilité, sensibilité au changement climatique. Donc on voit des zones de possible submersion, voilà. Il y a les zones de précarité qui sont identifiées particulièrement, précarité énergétique, qui sont plus sensibles à étudier dans ce cadre-là. Voilà, des zones d'identification où est-ce que la ressource peut se trouver. Donc on parle de chaleur fatale industrielle là notamment. Donc c'est ce qu'ils ont mis dans leur carte pour étudier plus particulièrement ce point-là. Et voilà, en termes de ressources, il y a aussi une étude qui a été faite sur où est-ce qu'on peut trouver de la biomasse. Donc voilà, c'est des grandes zones comme ça
c'est une restitution qui a été faite dans le cadre de ce PCAET qui permet d'identifier assez rapidement des enjeux à l'échelle de ce territoire, et c'est ce qui est attendu dans le cadre du PCAET. Et ça, ce qui est intéressant en fait, c'est que donc dans le cadre du PCAET, on peut avoir des cartes un petit peu voilà qui définissent des grands éléments tant diagnostiques ou même stratégie, puisque là on est aussi à cheval où on commence à dessiner des orientations par quartier. Et en fait, ces éléments peuvent se retrouver aussi dans le PLUI, notamment dans le cadre des parties un petit peu plus stratégie aussi du PLUI, où en fait on va avoir des secteurs qui vont avoir des orientations spécifiques. Et donc là, par exemple, ce qui avait été fait dans le PCAET, on le retrouve retranscrit là donc pour la commune de Lanester, qui est une des communes de Lorient Agglo, dans le cadre de son PLUI, où on va pouvoir décliner par quartier des orientations spécifiques en lien avec les réglementations après qui vont s'appliquer à l'échelle du PLUI. Donc il y a aussi tous ces articulations qui vont se faire entre les différents de documents de planification, à la fois la planification énergétique et concrètement comment elle se traduit dans un règlement d'urbanisme via un PLUI. Ensuite, on voulait vous faire quand même un petit focus actualité sur les plans locaux chaleur et froid, qui sont un nouvel outil qui va être introduit là d'ici la fin de l'année. Les décrets sont en cours, mais il y a déjà eu des éléments qui sont parus dans la loi DADU, qui vient en fait d'une transposition d'une directive européenne, qui vont venir en fait s'adosser au PCAET et qui vont adresser particulièrement le sujet de la chaleur et du froid. Donc en gros, on a déjà pas mal de choses qui sont reprises dans les plans climat aujourd'hui. Et donc pour les EPCI qui vont avoir une commune de plus de 45 000 habitants, va venir s'ajouter ce plan local chaleur et froid, donc qui sera obligatoire sur la base du volontariat pour les autres, mais qui va venir en fait adresser un peu plus finement les sujets autour de la chaleur et du froid. On va retrouver notamment dans le diagnostic des éléments plus cartographiés à des échelles plus fines de la demande en chaleur, de la demande en froid aussi, qui est un sujet alors qui était quand même traité en filigrane dans les plans climat via le sujet de l'adaptation au changement climatique, puisqu'on voit bien qu'avec les canicules qui vont être de plus en plus fréquentes, la question de la demande en froid sur certains territoires, elle devient de plus en plus prégnante. Et donc le plan chaleur et froid va venir adresser aussi ce sujet du froid, de voir un petit peu la demande en froid, où est-ce qu'elle se situe et aujourd'hui comment elle est couverte, même si on sait que c'est principalement de l'électricité avec des technologies un petit peu différentes. Derrière, une stratégie comme pour le PCAET, et on va venir un petit peu pousser des éléments, notamment sur la récupération de chaleur fatale, sur les énergies renouvelables pour produire du froid, qui peuvent être adressées spécifiquement. On a évoqué en début de webinaire un quart aujourd'hui avec des packs aérothermiques qui peuvent adresser du froid, quid aussi du développement des réseaux de froid. Donc c'est tous ces sujets-là qui sont adressés et le programme d'action en lien avec ces stratégies, avec des éléments chiffrés et d'adresser aussi les dispositifs publics sur lesquels on va pouvoir développer les actions qu'on a identifiées. D'ailleurs, il y aura des choses qui vont pouvoir être présentées par la suite par l'ADEME sur les actions de soutien plus financières. Donc en fait, ces plans locaux de la chaleur et du froid vont être intégrés au PCAET au moment de la révision. Donc les décrets vont sortir d'ici la fin de l'année. Côté CEREMA, on travaille à l'élaboration d'un guide et d'outils pour aider à réaliser cet exercice, qui vont aussi sortir en même temps. Et donc voilà, au moment où les EPCI qui vont être concernés vont réviser leur PCAET, il faudra intégrer ces éléments-là dans le plan climat. Alors là, j'en ai déjà parlé, je vais aller vite. Une cartographie associée, donc avec des choses très spécifiques. L'idée, c'est pas de rester sur des camemberts comme on peut voir à des mailles PCI ou voire communes. C'est vraiment d'avoir des approches un petit peu par quartier sur de la production, de la demande en chaleur et en froid. Donc voilà, des échelles un petit peu plus fines que juste une approche par exemple communale avec on a le PCI et puis on a des focus par commune avec des choses agrégées pour vraiment identifier des quartiers spécifiques où on aurait de la précarité énergétique, où on aurait des enjeux forts de rénovation, où on aurait du tertiaire avec peut-être des demandes en froid qui peuvent être plus importantes en été. Enfin, voilà, donc d'identifier un petit peu tout ça. Et en lien avec ça, on va travailler comme pour le PCAET, à la fois la sobriété énergétique, qui est la
la première brique. Et puis après, de voir par rapport à des scénarios de sobriété énergétique, comment on va venir alimenter tout ça avec des énergies renouvelables ou de récupération et les technologies qui vont en face. Et donc, une particularité sur la prise en compte du volet froid. Programme d'action, on en a parlé, notamment ce qui va venir aussi s'ajouter de manière un peu plus explicite, c'est les moyens financiers qu'on va pouvoir allouer à la stratégie qu'on a développée, mais en lien avec les dispositifs aussi nationaux qui peuvent exister par ailleurs pour financer un certain nombre d'opérations. Les actions qui peuvent relever, comme pour le PCAET, à la fois de la communication, de la sensibilisation à destination des habitants, mais aussi directement sur des actions opérationnelles à mettre en œuvre sur le patrimoine, qu'il soit intercommunal ou communal. Voilà. Quelques petits exemples, donc ça c'est un teasing pour le prochain webinaire, on vous fera des focus un peu plus sur ces deux outils qu'on a développés chez nous au BATENR et en réseau. BATENR en fait c'est l'outil qu'on va sortir là, qui va être au niveau national, qui va permettre d'aider à l'élaboration de la planification chaleur et froid pour adresser justement ce dont je vous parle là sur les plans locaux. Et donc vous voyez en fait on est sur une maille bâtimentaire et on va pouvoir adresser des critères de pertinence en quelque sorte sur les différentes filières, réseau de chaleur, quel bâtiment serait favorable à un raccordement à un réseau de chaleur, parce que proximité entre eux, parce que système de chauffage compatible, enfin voilà, on peut avoir plein de critères derrière, on détaille tout ça, sur les réseaux de froid, sur la géothermie, voilà, est-ce qu'on a des ressources localement, avec des cartes par exemple développées par le BRGM. Donc on va pouvoir venir adresser un petit peu des potentiels de développement sur les énergies renouvelables. Donc, ça peut aider aussi à territorialiser un peu les objectifs qu'on peut se fixer localement. Rapidement, ça demande encore un petit peu de temps. On reviendra sur les schémas sur les outils, mais alors là, rapidement, donc l'autre outil de planification à l'échelle de la collectivité, cette fois, c'est le schéma directeur énergie. On parlera ensuite du schéma directeur réseau de chaleur. Mais donc, rapidement, il n'y a pas de cadre réglementaire de référence pour cet exercice-là, c'est une démarche volontaire. Donc voilà, les exercices qui sont comparables, c'est les schémas de directeur, notamment réseau de chaleur, schéma d'orientation énergétique, etc. Donc l'objectif de ce SDE, voilà, c'est de regarder vraiment à une échelle locale où sont les consommations et où sont les sources de production d'énergie. Tout ça pour lancer aussi une dynamique et déjà de faire quelques études et des analyses techniques qui pourront servir dans l'élaboration aussi, même en fonction de quand est-ce qu'il est élaboré, il peut s'articuler avec le PCAET, mais il peut aussi servir de base à l'élaboration d'un PCAET à l'échelle intercommunale. Donc voilà. Donc un peu de la même manière, le schéma directeur énergie contient donc une étude de préfiguration. Donc le but c'est de définir avec qui on va construire ce schéma, dans quel cadre, sous quel délai, avec quels moyens. Un diagnostic, donc comme précédemment dans le PCAET, c'est de faire l'état des lieux sur son territoire des différentes ressources, où sont les lieux de consommation, quels enjeux particuliers sont liés au territoire. On élabore une stratégie, donc pareil, on fait différents scénarios et on peut élaborer des scénarios prioritaires, d'autres un peu moins prioritaires. On peut choisir une échelle de priorisation aussi des différents scénarios. Et enfin une mise en œuvre qui permet de communiquer sur les enjeux et ensuite de lancer les différents investissements et des projets concrets dans le cadre de cette. Donc là, un exemple rapidement d'un schéma directeur énergie de Grenoble-Alpes Métropole, pardon. Donc dans le cadre de cet exercice-là, ils ont pareil identifié donc où se trouvent les réseaux, où se trouvent des sources d'énergie. Donc là, potentiellement, là où est-ce qu'il n'y a pas de réseau, donc on voit toutes les zones en vert. Là où est-ce qu'il y a des réseaux de chaleur existants, et donc où est-ce qu'il faudra sans doute plutôt creuser le sujet de raccorder un maximum de gens, de faire de l'extension notamment. Et donc voilà, c'est une sorte de restitution qui peut être faite, c'est à grosse maille, là on voit, c'est pas du tout à l'échelle du quartier comme le décrivait Cindy, ce qui sera demandé dans le plan local chaleur et froid, mais c'est déjà une première étude du territoire et d'identification de zones particulières
en fonction des énergies. Donc ensuite il y a le Ah oui, la transition c'était sur les schémas directeurs réseau de chaleur et de froid. Et donc vas-y rapidement sur les réseaux. Du coup, c'est vrai qu'on parle de plusieurs schémas. Hein. Donc on a le schéma directeur énergie qui s'adresse en fait multi-énergie, qui va rejoindre sur certains aspects ce qu'on va rendre obligatoire dans les plans locaux de la chaleur et du froid au final, hein, puisque le schéma directeur énergie va adresser aussi les sujets de réseau de chaleur et de froid, et de la chaleur et du froid aussi de manière générale. Et un focus spécifique sur les réseaux de chaleur. D'ailleurs, il y avait une question, là, je voyais dans le fil, on pourra y revenir, mais il y aura des éléments de réponse qui vont être abordés là. On a aussi des sujets de planification spécifiques sur les réseaux de chaleur, qui eux, du coup, adressent uniquement aux réseaux de chaleur et de froid et qui ne vont pas forcément aller regarder des bâtiments qui pourraient pas se raccorder, qu'est-ce qu'ils font en fait pour décarboner aujourd'hui leur mix énergétique, notamment sur les usages de la chaleur et du froid. Donc le plan local chaleur et froid, lui, il adresse tout type de bâtiments, même ceux qui peuvent pas se raccorder parce que dans des tissus pas assez denses pour justifier le développement d'un réseau de chaleur. Et alors que le schéma directeur réseau de chaleur va plutôt adresser le développement d'un réseau existant et donc identifier les bâtiments qui seraient favorables à un raccordement. Réseau de chaleur, donc un outil majeur pour massifier le développement de la chaleur et du froid renouvelable dans les territoires. On va aller directement sur les deux objets dont on voulait parler avec vous sur le schéma directeur réseau de chaleur. Donc là, quand on a un réseau, le réseau, c'est un outil qui n'est pas figé dans le temps. Il peut se développer à un moment donné, il peut verdir son mix énergétique. Et donc, l'idée de ce schéma directeur, c'est de voir un petit peu sur une projection à plus long terme de ce réseau, qu'est-ce que ça pourrait donner en termes de zones où on pourrait le développer. Donc, des quartiers qui seraient urbanisés, on voudrait développer le réseau de chaleur, l'étendre. On peut aussi avoir des entrées de densification avec des bâtiments qui seraient sur un tracé qui pourraient venir se raccorder en plus. Et puis, on pourrait aussi avoir des sujets de verdir le réseau, le mix énergétique, donc de baisser notamment les parts de gaz sur le réseau. Donc ça, il y a des outils qui sont développés par France Chaleur Urbaine. On y revient, on en parle un petit peu là dans les différents outils qui sont à disposition, qui permettent d'adresser notamment la densification des réseaux. Et puis au CEREMA, on a développé aussi en réseau, certains le connaissent peut-être, qui adresse vraiment spécifiquement le sujet du développement des réseaux de chaleur et pour lequel on identifie des zones d'opportunité pour le développement de ces réseaux. Donc ça peut être un premier outil qui permet d'alimenter des réflexions de schéma directeur en disant j'ai un réseau existant. Là, vous avez l'exemple de Niort, on a un réseau. D'ailleurs, ils sont en train de réfléchir à étendre cet outil sur la ville et donc de voir un petit peu les quartiers où ça serait intéressant de regarder cette solution. Ensuite, quelques autres outils à disposition. J'ai évoqué France Chaleur Urbaine qui permet de cartographier et de recenser les réseaux existants avec notamment des possibilités de raccordement des bâtiments à ces réseaux, avec plein de données sur les caractéristiques des différents réseaux. Vous avez après tout le packaging, on va dire, BDNB, GoRénov, CartocoPro, qui va plutôt adresser des sujets de caractéristiques bâtimentaires. Donc ça, sur un territoire, ça vous permet d'identifier un petit peu les typologies de bâtiments que vous avez, qui sont peut-être moins connus par vous parce que pas de patrimoine communal ou intercommunal. Donc, CartocoPro va plutôt regarder les résidences de type bailleurs sociaux. Donc ça peut être intéressant. Ou les copropriétés privées, pardon. Et puis GoRénov, BDNB adresse pas mal le résidentiel avec des choses assez poussées sur les caractéristiques du tissu résidentiel. Donc, c'est des choses qui sont intéressantes. Et puis, évidemment, vous avez tous vos observatoires régionaux qui font un travail d'agrégation de plein de données pour alimenter justement le suivi et l'outil sur le suivi des plans climat. Par exemple, on a des choses assez intéressantes qui sont développées par les observatoires régionaux. D'ailleurs, vous avez eu un webinaire sur CartocoPro apparemment, donc certains connaissent peut-être déjà ces outils. On va pas trop développer ces deux outils-là, on aura le temps de le développer dans le 3e webinaire, donc en réseau et BATENR. En réseau qui est déjà disponible, BATENR qui est un outil à venir, donc c'est du teasing sur cet outil.
Et là, on revenait aux outils réglementaires, donc on voulait parler enfin du classement. Donc là, c'est spécifique réseau de chaleur d'ailleurs. Donc le classement automatique des réseaux de chaleur, donc il intervient dans le cadre de critères spécifiques pour les réseaux. Le réseau sera classé s'il atteint un taux d'ENR de plus de 50%, s'il possède un comptage de la chaleur livrée et qu'il a un équilibre financier déjà assuré. Donc les réseaux ils sont classés automatiquement, sauf si demande de non-classement qui est justifié par des critères voilà, qui sont cohérents en tout cas. Ce classement des réseaux, ça permet surtout donc ce que ça implique, c'est que dans un périmètre qui est défini autour du réseau, du tracé du réseau, tous les bâtiments donc neufs dont les besoins de chauffage sont supérieurs à 30 kWh doivent se raccorder, et tout bâtiment aussi qui renouvelle son installation de chauffage et qui a aussi plus de 30 kWh de puissance doit se raccorder. Donc cet outil, il est vraiment, il permet de maintenir l'équilibre économique du réseau, d'amplifier le déploiement de cette solution à l'échelle du territoire, de la commune, de l'intercommunalité. Et c'est aussi un moyen de pérenniser le réseau en assurant qu'il y ait des raccordements sur ce réseau. Voilà, est-ce qu'on peut y aller plus? Donc voilà, et généralement, là, vous définissez en fait dans le cadre du classement des périmètres de développement prioritaire. Et ça, c'est intéressant quand vous avez réalisé un schéma directeur réseau de chaleur, par exemple. Donc, vous savez là où vous voulez étendre le réseau, là où il va se développer, etc. Et donc, les zones de périmètre de développement prioritaire, vous les faites en lien avec ce que vous avez défini dans la planification du réseau via cet outil. Donc, il y a une articulation entre les deux. Et après, ces périmètres sont aussi annexés aux plans locaux d'urbanisme pour permettre d'instruire en fait le raccordement des bâtiments. Dans le cadre de permis de construire, par exemple, comme on évoquait sur les bâtiments neufs, si vous êtes dans le périmètre, c'est les services d'urbanisme qui vont instruire l'obligation de classement et donc de dire que le bâtiment doit se raccorder. Et pour finir, un dernier. Et voilà, après, c'est pour passer la main à l'ADEME, puisqu'on va arriver en fin de présentation. On a essayé de tenir les délais. Juste de dire qu'on a aussi des outils, notamment de fiscalité sur les réseaux de chaleur. Donc, là, on est dans le bloc réseau de chaleur, avec une TVA réduite à 5,5 sur les réseaux alimentés à plus de 50% d'énergie renouvelable et de récupération. Donc, ça peut être aussi une incitation financière quand on est raccordé à ces réseaux de bénéficier de cette TVA réduite sur la fiscalité. Et puis après, des dispositifs aussi sur le dispositif éco-énergie tertiaire, que vous connaissez, des fois on l'abrège en décret tertiaire. Pour les bâtiments tertiaires, en fait, on a un abaissement aussi sur les consommations qui vont être comptabilisées de 23% quand ils sont raccordés à un réseau de chaleur. Donc, c'est aussi intéressant dans la prise en compte des obligations pour le parc tertiaire de se raccorder à un réseau de chaleur. Et puis après, on va pas détailler puisque l'ADEME va pouvoir présenter les dispositifs financiers autour du fonds chaleur et aussi des certificats d'économie d'énergie qui sont aussi un bon coup de pouce sur le développement des réseaux de chaleur. Voilà pour nous. Merci de votre attention, et puis s'il y a des questions, on pourra y revenir. Eh bien, bonjour à tous. Donc, j'enchaîne. Simon Toin, moi je suis ingénieur donc à l'ADEME, et je suis en charge de la coordination du fonds chaleur, donc qui est l'objet de, comme l'a précisé donc les collègues du CRMA, donc qui est l'objet de mon intervention, ainsi que, et je terminerai mon intervention par le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Donc le fonds chaleur. Donc le fonds chaleur, c'est un des principaux dispositifs de soutien à la chaleur renouvelable. Il a été créé, il est piloté donc par l'ADEME depuis 2009, et il est à destination des collectivités et des entreprises pour donc développer des installations de production de chaleur et des réseaux de chaleur et de froid, donc liés à ces installations. Donc vraiment, la cible du fonds chaleur, c'est les collectivités et les entreprises, et le fonds chaleur n'accompagne pas directement les particuliers. Le fonds chaleur, donc ça soutient les différentes filières chaleur renouvelable qu'on avait pu vous présenter lors du premier webinaire, que sont donc la biomasse énergie,
la géothermie, qu'elle soit profonde ou de surface, le solaire thermique, la récupération de chaleur fatale, les réseaux de chaleur et de froid associés à ces installations, et également un volet méthanisation, donc sur l'aspect injection biogaz sur les réseaux. Donc, les principaux objectifs du fonds chaleur, c'est donc bien sûr de développer la chaleur renouvelable et de renforcer sa compétitivité, notamment à travers des aides aux investissements face à des alternatives fossiles. À travers ça, bien sûr, répondre à l'atteinte des objectifs de développement des ENR, de réduction des gaz d'effet de serre, objectif qu'on avait pu également vous présenter lors du premier webinaire. À travers ça également, on va avoir des objectifs d'adaptation au changement climatique, notamment avec l'accompagnement de production de froid renouvelable. Il va y avoir aussi des questions, des objectifs de souveraineté énergétique derrière, à travers la diversification du mix énergétique, donc notamment moins d'énergie fossile importée, donc moins de dépendance à ces énergies fossiles. Des facteurs, en tout cas des objectifs de favoriser l'emploi et les investissements locaux, à travers la valorisation des ressources locales, et bien sûr donner de la visibilité, en tout cas de la stabilité sur les coûts des énergies face à la volatilité des prix des énergies fossiles. Je vais passer assez vite là, mais c'était juste pour vous indiquer quelques chiffres clés, en tout cas bilan du fonds chaleur sur la période 2009-2024. Donc le fonds chaleur, c'est un peu plus de 10 000 installations accompagnées. Alors ça va être parfois des très grosses installations sur des gros réseaux de chaleur ou des gros industriels, mais c'est aussi des plus petites installations, parfois de quelques dizaines, voire centaines de kilowatts. Donc on a vraiment un périmètre, un spectre très large de type et de taille d'installation. C'est un peu plus de 4500 km de réseaux accompagnés. Là, sur les dernières années, on est à peu près à 300 km de réseaux accompagnés par an. Sur toute la durée du fonds, là, depuis 2009, c'est à peu près 5 milliards d'aides apportées aux collectivités ou aux entreprises, et l'équivalent à peu près de 48-49 TWh d'engagement de production par an. Et donc le budget du fonds chaleur, c'est un budget qui est annuel, et là le budget 2025 il est de 800 millions d'euros, il est quasi constant là, sur l'année entre 2024 et 2025, quasi constant à 800 millions d'euros, sachant que vous pouvez le voir sur le graphe là en bas, on a eu une forte augmentation, notamment depuis 2017 du budget, notamment pour répondre aux objectifs très ambitieux de développement de la chaleur renouvelable. Je passe sur le détail, mais voilà, vous avez un camembert qui présente aussi la répartition des grands types, des aides par grande filière. Donc, ce qu'il faut retenir aussi sur le fonds chaleur, c'est globalement deux grands types d'aides, notamment des aides à l'accompagnement des projets en amont. Le fonds chaleur va soutenir de l'animation, des relais de terrain pour inciter les porteurs de projets, notamment des relais de terrain qui mettent au plus près des collectivités, des entreprises, qui vont pouvoir réaliser des études d'opportunité, des premiers conseils techniques, pour ensuite passer à l'étape suivante qui va être la réalisation d'études de faisabilité ou de schémas directeurs par des bureaux d'études. Donc là, le fonds chaleur accompagne financièrement les entreprises et les collectivités dans la réalisation de ces études, globalement à hauteur de 50 à 70% suivant la taille de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier aspect du fonds chaleur, qui est parfois un peu moins connu que le second aspect qui sont les aides aux investissements, qui représentent quand même le gros du budget du fonds chaleur. C'est environ 90% du budget du fonds chaleur qui est dédié à ces aides aux investissements. Aides aux investissements donc pour les installations de production de chaleur, j'ai pu citer sur toutes les différentes filières, et donc sur les réseaux, les créations, les extensions de réseaux de chaleur. Donc concernant ces aides aux investissements, on a globalement différentes portes d'entrée pour accéder au fonds chaleur, en tout cas différentes modalités.
La principale reste des aides gré à gré dans nos directions régionales. Et donc ces aides sont accessibles à partir d'une certaine taille de projet. C'est vrai qu'historiquement, le Fonds Chaleur, c'est quand même le soutien à des installations de grande ou de moyenne taille, et non sur des petits projets. Même si on va le voir tout à l'heure, depuis quelques années, on a un peu évolué pour permettre aussi de financer des projets de taille un peu plus réduite. Et donc ces seuils en fait vont dépendre en fait des filières. Là, je vous ai remis les principaux seuils finalement d'accès au fonds chaleur sur des projets, des aides aux projets unitaires en gré à gré. L'autre port d'entrée, je vais passer assez vite parce que ça concerne plutôt l'industrie, mais c'est des dispositifs nationaux spécifiques sur les projets biomasse, énergie dans l'industrie. Le BCAT, biomasse, chaleur, industrie, agriculture tertiaire, c'est surtout industrie. Et le BCIB, c'est le biomasse, chaleur, industrie du bois, donc vraiment spécifique. C'est un dispositif spécifique pour accompagner les projets de chaufferie bois dans l'industrie du bois. Et enfin, la troisième grande modalité qu'on a mis en place depuis quelques années maintenant, je crois que ça date de 2017-2018, ce sont les contrats chaleur renouvelable. Qui ont permis l'ouverture justement à l'accompagnement de projets de plus petite taille. Le principe, c'est que l'ADEME, donc à travers le Fonds Chaleur, va accompagner la réalisation de groupes de projets, de grappes de projets, et notamment des projets de petite taille qui ne seraient pas éligibles de façon unitaire dans le cas du Fonds Chaleur un peu plus classique, gré à gré. Alors j'ai une slide qui détaille un petit peu plus ces contrats chaleur renouvelable. Donc on a deux types de contrats, ce qu'on appelle les contrats chaleur renouvelable de patrimoniaux, on les appelle les CCRP. Donc là le principe c'est que l'ADEME va accompagner à travers des aides aux études et bien sûr des aides à investissement un opérateur, que ce soit public ou privé, pour développer plusieurs projets, mais sur son patrimoine propre. Si on prend un exemple, là, on peut accompagner une région pour qu'elle puisse développer des projets solaires, géothermie ou biomasse sur le parc des différents lycées de la région. On peut accompagner un bailleur social pour accompagner différents projets ENR sur son parc de logements sociaux. Ça, c'est le premier contrat. Et le second contrat, c'est ce qu'on appelle les CCRT, les contrats chaleur renouvelables de territoire. Et là, le principe général, c'est que l'ADEME va déléguer une partie du budget du fonds chaleur à un opérateur public, pour le coup, donc une collectivité ou un syndicat d'énergie, qui va lui-même se charger de faire émerger et d'accompagner directement des projets auprès d'autres acteurs de son territoire, que ce soit des acteurs privés ou publics. Et là, l'ADEME, au-delà de déléguer des fonds pour des aides aux investissements et aux études, va aussi apporter une aide à cet opérateur, cette collectivité, pour l'animation de ce contrat. On va signer avec cet opérateur ce qu'on appelle un contrat d'objectif. Donc pour poursuivre toujours sur les aides aux investissements, notamment sur comment on détermine le niveau d'aide aux investissements, à retenir que globalement on a deux méthodes. Alors, une première méthode qui va concerner plutôt les projets de petite ou moyenne taille, où là les aides aux investissements sont attribuées de manière ce qu'on appelle forfaitaire. Alors ce seuil forfaitaire va dépendre de la filière et de la nature des projets, et cette aide est directement déterminée en fonction d'un engagement de production en mégawattheure ou d'une longueur de réseau de chaleur. Donc c'est des aides qui sont en euros par mégawattheure ou en euros par mètre linéaire de réseau développé. Vraiment, l'idée des forfaits, c'est de donner un maximum de visibilité aux porteurs de projets, qu'il ait une visibilité sur l'aide qui pourrait, une visibilité en tout cas forte sur l'aide qui pourrait obtenir du fonds chaleur. Globalement, les niveaux d'aide, ils sont calés pour être suffisamment compétitifs face aux énergies fossiles, tout en évitant bien sûr des effets d'aubaine.
Et donc, pour vous donner un peu un ordre de grandeur en taux d'aide, donc sur les investissements, donc l'aide rapportée aux investissements, on est souvent de l'ordre de 30 à 50%. Après, c'est assez variable suivant les investissements qu'il y a en face. Et donc, le second aspect qui va plutôt concerner les projets d'une certaine taille, donc de grande taille, c'est pareil, suivant les filières, ça va varier, mais si on prend l'exemple de la biomasse, ça va être au-delà de 12 gigawattheures par an, donc c'est quand même des installations d'une certaine taille, en tout cas des réseaux de chaleur d'une certaine taille. Là, on va plutôt être sur ce qu'on appelle on va plutôt être sur des analyses économiques ou alors des méthodes un peu intermédiaires, on peut considérer comme multicritères, qui tend un peu plus vers la forfaitisation, mais on va regarder en détail différents aspects, l'efficience, l'intensité de l'aide, et notamment le prix de la chaleur. Donc on est vraiment pour les projets de plus grande envergure, sur une analyse beaucoup plus poussée, même si on essaye de tendre vers un peu plus de forfaitisation, toujours pour essayer de donner de la visibilité, en tout cas plus de visibilité aux porteurs de projets. Et là, pour vous donner un ordre d'idée, on aboutit souvent en moyenne sur des niveaux d'aide, des taux d'aide en tout cas, rapportés aux investissements de l'ordre de 30 à 40%. J'accélère peut-être un peu, je vois le temps passe. Au niveau du fonds chaleur, on a aussi, donc au-delà des aides, un certain nombre d'exigences, notamment techniques, pour s'assurer qu'on finance des projets performants, fiables et surtout éviter les contre-références. Je ne vais pas rentrer dans toutes les exigences qu'on a parce que ça va dépendre vraiment de chacune des filières, mais on a un peu un socle commun d'exigences. Et donc, voilà, les quelques points là que je vous cite, c'est des points qu'on retrouve classiquement sur les filières. Ça va être l'exigence de réaliser des études préalables, des études de faisabilité, des schémas directeurs, notamment pour les réseaux. On va avoir des exigences sur la performance des bâtiments ou des process raccordés, sur le dimensionnement, sur les équipements installés, sur l'aspect notamment biomasse, sur des exigences sur la ressource avec des plans d'approvisionnement à réaliser, des exigences bien sûr environnementales, hein, si on prend l'exemple de la biomasse énergie avec des exigences sur la qualité de l'air, sur les valeurs limites d'émission, et sur les réseaux de chaleur, on va avoir des taux d'ENR, un bouquet énergétique, entre un taux d'ENR sur le réseau à atteindre, et notamment le minimum c'est 65% de taux d'ENR sur le réseau, mais on pousse vraiment les porteurs à aller plus loin. Et le dernier aspect qui concerne toutes les filières, ça va être le suivi énergétique, hein. On va imposer un suivi des performances de l'installation dans le temps. Donc ça, c'est un peu le socle commun, sachant que, comme je le précisais, on a vraiment après des exigences plus spécifiques et qui sont détaillées dans ce qu'on appelle les conditions d'éligibilité et de financement et qui sont propres à chacune des filières. Comment déposer au fonds chaleur? Donc là, toutes les demandes d'aide passent par notre plateforme, là, l'ADEME, qui s'appelle Agir pour la transition énergétique. Là, le principe, c'est de vérifier l'éligibilité du projet à travers ce que je précisais juste avant, les conditions d'éligibilité de financement, hein, qui détaillent toutes les conditions, les exigences techniques, environnementales, économiques et les modalités de financement. Donc tout ça est regroupé dans ce qu'on appelle chez nous les CEF, conditions d'éligibilité de financement, qui sont un peu les cahiers des charges propres à chacune des filières. Après, faut pas hésiter aussi à contacter les directions régionales pour avoir plus de renseignements, d'informations. Et après, très concrètement, le dépôt d'un dossier fonds chaleur, c'est déposer un volet administratif, technique et financier. Et donc tout ça à travers la plateforme Agir pour la transition.adem.fr. Il me reste encore quelques minutes. Alors pour terminer sur l'aspect fonds chaleur, avant de passer au certificat d'économie d'énergie, une slide là qui reprend. Alors c'est plus une slide pour info là après le webinaire, si vous voulez notamment consulter. On a un site dédié au fonds chaleur, fondchaleur.adem.fr. Vous allez pouvoir retrouver beaucoup d'informations et notamment un certain nombre de témoignages de collectivités qui ont déjà réalisé
des projets. Et puis après, voilà, je vous remets les liens vers les sites pour les accompagnements des études et des aides aux investissements. Un point que j'ai pas noté là, mais que je pourrais aussi vous envoyer le lien, c'est qu'on a aussi à disposition une formation e-learning qui s'appelle Acquérir les fondamentaux des enjeux de chaleur renouvelable, donc qui est accessible en e-learning. Donc n'hésitez pas aussi si vous voulez approfondir ces sujets-là. La slide suivante, je la passerai rapidement, mais c'est directement des liens vers des témoignages de collectivités qui ont mis en place un projet avec le Fonds Chaleur. J'espère que je suis encore dans les temps. Je passe donc au second point qui concerne, qui sera un peu plus court, qui concerne les certificats d'économie d'énergie. Donc déjà, pour rappel, les certificats d'économie d'énergie, ça a été mis en place en 2005 et c'est l'un des principaux outils de la politique énergétique pour encourager les économies d'énergie sur tous les secteurs, logement, industrie, tertiaire, agriculture et transport. Le principe, c'est que l'État impose des obligations d'économie d'énergie à ce qu'on appelle des obligés. Globalement, c'est les fournisseurs d'énergie, EDF, Engie, Total Énergie, etc. Et ces obligés, ces fournisseurs d'énergie doivent réaliser sur une période donnée un certain volume d'économie d'énergie qu'on mesure en kilowattheure Qmax. Donc Qmax, c'est des économies d'énergie cumulées et actualisées dans le temps. Ensuite, le principe, c'est que ces obligés-là, donc ces fournisseurs d'énergie, peuvent soit réaliser eux-mêmes sur leurs propres installations des économies d'énergie, soit financer ou inciter d'autres acteurs, les ménages, les collectivités, les entreprises, à réaliser ces travaux d'économie d'énergie. Donc, un particulier, une collectivité, une entreprise peut être accompagné, donc bénéficier ce qu'on appelle une prime C2E versée par ces obligés-là pour leurs travaux d'économie d'énergie. Ça, c'est le principe vraiment global. Après, à retenir sur C2E et le lien avec la chaleur renouvelable et de récupération de chaleur fatale. Alors j'ai mis quelques points à retenir, mais que les certificats d'économie d'énergie, donc ça reste une aide privée, c'est versé donc par les obligés, ces fournisseurs d'énergie, donc c'est pas une subvention publique. L'aide de ces C2E dépend directement du volume d'économie d'énergie, principalement calculé donc à travers des fiches techniques, ce qu'on appelle des fiches standardisées. Donc des fiches d'opération standardisées, il y en a un certain nombre, elles sont classées par grand secteur, résidentiel, tertiaire, industrie, et donc au sein de chacune de ces fiches, il y a des travaux qui sont détaillés, il y a des fiches spécifiques pour chacun des travaux, et ces fiches permettent de calculer le volume d'économie d'énergie pour des travaux spécifiques. Alors, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de fiches, il peut y avoir des actions qui ne sont pas décrites dans ces fiches-là, et dans ce cas, on passe dans ce qu'on appelle des opérations spécifiques, où là, on a des calculs vraiment qui sont validés au cas par cas. Donc alors j'ai la dernière slide, vous verrez, notamment en lien avec la chaleur renouvelable, on a des fiches spécifiques, notamment sur la biomasse énergie, la géothermie, etc. Dernier point, pour faire le lien notamment avec le Fonds Chaleur, c'est que ce dispositif, en tout cas ces aides qui peuvent être versées par les obligés sur des opérations de chaleur renouvelable peuvent être cumulables avec le Fonds Chaleur, néanmoins sous certaines conditions. Et notamment ce que nous impose j'ai perdu le code de l'énergie, c'est que ces C2E, en tout cas que la détermination de l'aide ADEME prenne bien en compte l'aide C2E. Donc nous, quand on réalise des analyses économiques de projet, on prend bien en compte l'aide potentielle qui serait touchée par les C2E. On vérifie aussi qu'il y a bien un engagement de répercuter l'aide C2E sur le prix d'achat des réseaux, par exemple. Et on peut aussi plafonner
le cumul d'aides fonds chaleur C2E. Voilà. Et j'ai un dernier point que j'ai pas précisé aussi sur le fonds chaleur, et c'est un point important, c'est que globalement, c'est vrai que les aides fonds chaleur sont cumulables avec d'autres aides publiques, notamment les aides que peuvent apporter la région ou des aides FEDER. Les aides FEDER, c'est des aides fonds européens du développement régional, donc c'est des aides financières de la Commission européenne, notamment pour des projets de transition énergétique. Donc on peut avoir un cumul fonds chaleur avec d'autres aides, notamment FEDER. Alors bien sûr, nous, dans nos déterminations d'aide, on prend aussi en compte ces aides de cofinancement. Et j'ai une dernière slide, voilà, que je vous précisais juste avant, donc qui reprend les différentes, alors, des exemples de fiches en lien avec le challenge renouvelable. Donc vous avez des fiches, voilà, sur les raccordements réseau, chaufferie biomasse, géothermie ou solaire thermique, et un certain nombre de fiches sur la chaleur fatale. Je crois que j'ai une toute dernière slide, je crois que ça a été cité par sur une des slides du CEREMA, c'est les coups de pouce. Il faut savoir qu'il y a aussi des coups de pouce C2E qui existent, notamment sur le chauffage de bâtiments résidentiels, collectifs et tertiaires. Et là, c'est vraiment une prime pour encourager le renouvellement de chaudières anciennes, notamment fuel ou au gaz, par des systèmes performants et bas carbone. Et globalement, à retenir, c'est que ce coup de pouce permet de bonifier le volume de certificats d'économie d'énergie. Voilà, je vous remercie de votre attention, puis à disposition, je crois, en fin de webinaire pour répondre à d'éventuelles questions. Et je laisse donc la main à Monsieur Boclet. Donc je vais vous faire part d'un retour d'expérience d'un réseau de chaleur géothermique sur sonde qui a été mis en service en décembre 2024 et qui est avec la totalité des bâtiments depuis cette saison. Donc je suis maire adjoint aménagement, finance et transition énergétique sur une commune de 2500 habitants. Je vais vous présenter la commune. C'est la slide d'après. Peut-être que je peux changer. Voilà. Donc c'est une commune de 2500 habitants qui est dans le département de l'Eure, mais pas très loin de la Seine et pas très loin de la Seine-Maritime, qui appartient à une communauté de communes de 50 000 habitants, qui est la communauté de communes de Roumois-Seine. Voilà. Donc dans notre programme électoral, on avait prévu de réaliser un restaurant scolaire bas carbone en bois biosourcé, ce qui a été réalisé. On a vendu un terrain à des professionnels de santé qui se sont raccordés au réseau de chaleur, c'était la condition de la vente du terrain. Et on a créé un réseau de chaleur géothermique avec 25 sondes, on verra un petit peu plus dans le détail après. On était quand même en zone orange, donc on a fait un forage de test et on remercie l'ADEME qui nous a subventionné sur le forage de test qui a coûté 35 000 € et sur l'étude de faisabilité qu'on a réalisée avec Burgeab, de manière à vraiment bien positionner le projet pour pouvoir le réaliser dans les meilleures conditions possibles. On a des facteurs déclenchants. Hein. Le premier facteur déclenchant, c'était l'augmentation du prix du gaz, hein, clairement, avec la crise ukrainienne. Bon, on est redescendu depuis, mais ça a été un facteur important. Le deuxième levier, c'était de réduire les consommations sur les bâtiments communaux. Donc, on a mis des optimiseurs de relance sur chaque bâtiment de manière à piloter les températures au plus juste et réduire les consommations. L'objectif, c'était de décarboner le chauffage et la chaleur. Donc, on a agi sur la sobriété, sur l'efficacité énergétique. Et puis, on avait du foncier. On avait la chance d'avoir, comme le forage de test a été très concluant, on avait de la place pour pouvoir mettre 25 sondes. Juste à titre indicatif, il y a 10 mètres entre deux sondes. Donc, il faut quand même avoir pas mal de place. Et l'autre levier, c'était d'emmener la commune, les enfants des écoles dans la transition énergétique. Donc on décarbone, on se déconnecte des fluctuations de l'énergie fossile et on déploie l'emploi local. Et on a aussi rendu de l'attractivité à la commune parce qu'en fait le fait de construire un restaurant scolaire bas carbone
à haute qualité environnementale a permis, on l'a construit dans la cour de l'école, on verra après, et on a végétalisé la cour d'école également. Donc on a eu, une logique du début jusqu'à la fin sur ces sujets, et on a raccordé les 5 professionnels de santé qui ont acheté un terrain communal. Donc on a ostéo, kiné, pharmacie, infirmière, voilà. On a construit le projet de manière à avoir de la TVA 5.5, on reviendra dessus ensuite. Et il y a eu, je dirais, tout un travail d'analyse amont des consommations des bâtiments. On va voir après, je vais vous montrer le parking. Donc vous verrez en fait on avait largement la place. Alors, le principe du réseau de chaleur géothermique. Donc on a 2 pompes à chaleur de 100 kW Viessmann qui sont installées dans un conteneur avec habillage bois parce qu'on était soumis aux contraintes ABF. On a une chaufferie d'appoint secours au gaz naturel qui existe déjà, qu'on a conservé, qui alimentait déjà 2 bâtiments. Donc on a branché sur le réseau de chaleur et on a 25 sondes en eau glycolée. Donc on a 2 champs de sondes en pratique où on fait passer l'eau glycolée et on prend l'énergie dans le sous-sol. Alors au départ, on devait faire aussi du froid, mais il y avait que la pharmacie qui avait besoin de froid, donc c'était assez compliqué hein, d'un point de vue économique pour eux parce qu'on n'a pas de TVA 5.5 sur le froid pour l'instant. Donc le champ de sonde, les 2 pompes à chaleur géothermiques, les pompes les chaudières gaz d'appoint secours et le réseau de chaleur avec les sous-stations qui distribuent la chaleur dans les différents bâtiments. Alors l'avantage qu'on avait, c'est que on était en chaudière à condensation sur pas mal de sites. Il y avait simplement la salle des fêtes qui était en aérotherme, donc on a changé les aérothermes, on a mis des aérothermes basse température de manière à être compatible avec le réseau de chaleur basse température, puisque pour avoir un COP élevé, il faut abaisser les températures le plus bas possible. Donc le principe du réseau de chaleur, donc on a créé une régie communale hein, qui est adossée à la commune. Et on vend la chaleur donc aux 5 professionnels de santé et aux bâtiments communaux. Donc de ce fait-là, on a une TVA 5.5, ce qui est quand même assez appréciable. Et donc on est vraiment sur le principe d'un réseau de chaleur géothermique. Donc on a la géothermie d'un côté, les rendements de réseau de l'autre, et deux prix de chaleur. Donc un prix R1 qui est le prix unitaire en euros du mégawattheure. Donc il y a TVA 5.5. On est à 89% à partir de géothermie. Et puis après, on a le R2, donc le R2, donc on a les coûts de maintenance et les coûts d'entretien, mais on a surtout l'amortissement sur 40 ans des investissements, sachant qu'on a la Banque des Territoires qui nous a suivis pour financer la moitié du projet. Et on remercie l'ADEME et le Fonds Chaleur qui ont permis de financer une partie du projet. Et on a également pu capter du fonds vert à l'époque, début 2004. Donc là, vous voyez en fait le foncier. Là, on a la salle des fêtes. Et en fait, de part et d'autre de la salle des fêtes, on a, à chaque fois que vous avez un petit rond rose, vous avez une sonde. Et donc, entre l'axe de la première sonde ici et la deuxième, vous avez 10 mètres. Donc, on a la chance d'avoir du foncier. On avait des parkings, donc on a modifié les forages. On a fait des forages à 200 mètres. On a 25 forages à 200 mètres. Ici, on était dans des zones en RB, donc c'était un petit peu moins compliqué. On a eu quand même des contraintes parce que normalement le foreur devait mettre 2 machines, on en a mis qu'une, donc on devait démarrer début juillet et finir fin septembre, et en réalité on a fini fin novembre. Donc on a démarré au gaz avec la chaudière existante, et donc on va revoir un petit peu les bâtiments par la suite. Bon, on n'a pas eu trop de contraintes dans la mise en œuvre des sondes. Il y a 1 ou 2 sondes où il a fallu mettre du coulis parce que on était dans des zones où il y avait un petit peu de zones où il y avait pas de terre, mais ça a été à la marge. Donc voilà.
Et donc, je vais vous montrer quelques photos pour matérialiser le sujet. Donc là, la machine de forage qui est arrivée en juillet 2024. Là, on a un forage, donc on a fait 25 forages, donc chaque forage prenait entre 3 et 5 jours, ça dépendait un petit peu des configurations. Ici, on a des sondes géothermiques qui descendent jusqu'à 200 mètres. Là, on a le réseau de chaleur qui alimente l'ensemble des bâtiments. Donc là, on a une sous-station à l'entrée. Et là, on est sur la liaison entre sondes, parce qu'en fait, entre deux sondes, il y a 10 mètres, donc il fallait tirer des tuyauteries et ramener tout ça sur un ensemble de champs de sondes pour pouvoir avoir une étanchéité parfaite. Et ici, on voit le local ABF, habillage bois, avec les deux pompes à chaleur de 100 kW chacune, et la pompe réseau qui est aussi ici. Et ici, on a un nouveau transformateur, puisqu'en fait, on avait des nouveaux besoins, donc on n'était pas en capacité, avec le transformateur existant, de fonctionner. Donc là, je vais vous matérialiser les bâtiments hein, de manière à ce que ce soit, je dirais, plus explicite. Donc, en fait, la chaufferie gaz, elle est ici. On a fait une liaison jusqu'à la pompe à chaleur qui est là. Donc là, on a une école primaire hein, qui fait toute la longueur. Ici, on a l'ancien restaurant scolaire. Ici, en bas, on a l'école maternelle qui fait toute cette longueur-là. On a raccordé la mairie, plus un logement communal qui était juste à côté, et les professionnels de santé qui sont ici. Donc, on a 5 professionnels de santé sur des bâtiments neufs RT 2012 qui consomment relativement peu. Et ici, dans la cour de l'école, on a construit un restaurant scolaire bas carbone qui a été mis en service à la rentrée 2025. Et on a optimisé les consommations de l'ensemble des bâtiments existants de manière je dirais, piloter les températures, parce qu'en fait, dans une école, la nuit, le week-end, pendant les vacances, vous n'avez personne, donc on peut faire des réduits de 3 ou 4 degrés. Même chose dans l'école maternelle. Donc on est sur un projet qui est de taille, on va dire 500 mégawattheures, et on fait 89% de la chaleur d'origine géothermique avec les sondes. Donc en fait, il y avait déjà des bâtiments qui avaient été isolés, donc on avait déjà optimisé les consommations. On a vraiment agi sur les températures parce que ça c'est ce qui est le plus rentable et le plus intéressant. Et quand on fait un réseau de chaleur, faut toujours agir sur les températures en parallèle de manière à réduire les consommations. Alors, quelques ordres de grandeur. Donc, on a 25 sondes géothermiques à 200 mètres. Donc, on a en gros, on prend dans le sol 5,5 kW. On a 285 mètres de réseau de chaleur. On a 2 pompes à chaleur de 101 kW et on a un COP supérieur à 3,5. Donc, en gros, avec 1 kW d'électricité, on fait 3,5 kW de chaleur au moins. Et on a conservé une chaufferie gaz existante qui avait 2 chaudières Viessmann de 188 kW qui avaient moins de 10 ans. Donc on est sur un global 436 mégawattheures. Donc là, c'était sur les 7 sous-stations. Depuis, on a les bâtiments de la cantine et puis la nouvelle cantine, nouveau restaurant scolaire, et également les 5 professionnels de santé. Donc c'est un tout petit peu plus. On prélève 320 mégawattheures dans le sous-sol. On s'est décarboné puisqu'en fait, on était sur la totalité des bâtiments au gaz naturel. On avait, rien que sur les bâtiments communaux, un budget de l'ordre de 70 000 euros de gaz par an. Donc on s'est décarboné, on a 93 tonnes de CO2 à éviter, on a évité 380 mégawattheures de gaz naturel. On chauffe 5200 mètres carrés de bâtiments existants avec des optimiseurs de relance, donc on a réduit de 33% les consommations de chaleur. Et on chauffe un nouveau restaurant scolaire bas carbone de 658 mètres carrés et 825 mètres carrés au niveau des 5 professionnels de santé. Donc on a réussi, je dirais, à mettre en œuvre un projet en vendant un terrain à des professionnels de santé de manière à avoir une TVA 5,5. Ceci dit, on avait déjà un logement communal qui est loué à un locataire, donc on avait déjà de ce côté-là, je dirais, au moins 2 abonnés différents. Donc je suis à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à prendre la parole ou à préciser ça dans
dans le chat. Merci, Monsieur Bouclé. En attendant que Julien et Vanessa reviennent. Voilà. Je vais juste terminer sur l'aspect financier parce que, en fait, l'aspect financier est quand même extrêmement important. La régie communale, elle était plafonnée au niveau des aides, donc on s'est organisé avec l'ADEME de manière à ce qu'il y ait 430 000 euros de subventions et 150 000 du fonds vert. Et on a complété avec la Banque des Territoires et les autres aides sont tombées dans le budget communal. Notamment sur la partie transformateur et les modifications d'optimiseurs de relance. Merci beaucoup, Monsieur Bouclé, pour ce témoignage. Merci également à l'ensemble des intervenants précédents, donc CEREMA et ADEME. Je demanderai à la personne qui a laissé son micro ouvert de l'éteindre, s'il vous plaît, parce qu'on a... Voilà, Merci beaucoup. On avait quelques échos. On va laisser maintenant, je place à vos questions-réponses. Donc, je vais laisser Julien, qui a dû capitaliser les questions, pouvoir vous les relayer aux uns et aux autres, puisque voilà, principalement, on laissait cette dernière partie questions-réponses pour ce temps de fin de webinaire. Donc, voilà, on a 10-15 minutes à dédier à ces échanges-là. Donc, n'hésitez pas surtout à poser vos questions s'il en demeure. On va relayer celles déjà dans l'onglet conversation. Et sachez bien entendu que vous pouvez toujours a posteriori également pouvoir poster vos questions sur la e-communauté énergie du CNFPT, dans laquelle vous retrouverez le replay et le compte-rendu du webinaire d'aujourd'hui. Vous pouvez aussi en commentaire poser des questions si elles vous viennent en suivant. Je vais laisser la parole à Julien. Merci. Oui, du coup, ça parle un petit peu à côté de moi. Là, je suis dans un cowork, donc j'espère que vous m'entendez bien. Il y avait une question pleine d'acronymes de la part de Sylvie Lépine. Je suppose que ça s'adresse aux premiers aux premiers interlocuteurs. Donc l'apport d'un PLCF, si la collectivité a déjà fait un SDRCU. Alors, quel est la partie du plan local chaleur et froid si la collectivité a déjà fait un schéma directeur réseau de chaleur urbain? Voilà le décryptage des acronymes. En fait, le plan local, ce que j'expliquais, il va s'adresser à tout type de chaleur, pas uniquement sur le réseau de chaleur existant. Donc, typiquement, des bâtiments qui ne pourraient pas se raccorder, il faut regarder aussi dans le plan local de la chaleur, qu'est-ce qu'on ferait pour les quartiers où on n'a pas de réseau de chaleur qui se déploierait. Donc, déjà la sobriété, mais après, pour décarboner la chaleur de ces bâtiments, qu'est-ce qu'on peut proposer en termes de système de production dédié si on ne peut pas développer le réseau de chaleur. Par contre, évidemment, tout le travail qui a été fait dans le cadre du schéma directeur réseau de chaleur va venir alimenter le plan local, comme c'est le cas aussi déjà pour les plans climat sur la partie développement des réseaux. Ok, merci. Il y avait une autre question de Catherine Ramos. Pareil, je ne sais pas si je vais bien prononcer les différents mots aussi. Je vous laisse la lire du coup. Ouais, le lien entre BATENR et En Réseau. Donc ça, c'est deux outils que nous, on a développés ici au CEREMA. Ce qu'on peut dire, c'est que En Réseau, ça a été développé déjà il y a 2 ans et c'est axé sur les réseaux de chaleur. Le principe du projet, ça a été de fournir des estimations de besoins en chaleur et en froid à l'échelle de la France entière et à partir de ces estimations de besoins, de définir des zones d'opportunité où il serait pertinent de développer des réseaux de chaleur. Donc ça, c'est le projet En Réseau. Et le projet BATENR, maintenant, l'idée, c'est de pouvoir déterminer, cette fois à l'échelle du bâtiment, quelle énergie pourrait être utilisée pour la chaleur et pour le froid. Donc c'est vraiment c'est pas uniquement axé réseau de chaleur, c'est axé toute production d'énergie quoi.
renouvelables et de récupération, mais à l'échelle du bâtiment. Donc après le lien, c'est que dans BAT-ENR, on réutilise aussi les données qu'on a utilisées dans le réseau, donc la production des besoins. Et à partir de ces estimations de besoins, on va faire tout un tas d'analyses qui vont nous permettre de déterminer les critères de est-ce que c'est pertinent ou non d'utiliser telle ou telle énergie pour produire de la chaleur ou du froid sur ce bâtiment. Et d'ailleurs, sur les bâtiments, je vous ai juste mis une capture d'écran, mais on reviendra sur ces outils-là. Par exemple, dans BAT-ENR, on a un critère de pertinence pour du réseau de chaleur. On utilise en fait les zones d'opportunité qu'on a créées pour un réseau, et les bâtiments qui sont pas tagués réseau de chaleur, donc qui sont plutôt en dehors des zones d'opportunité qu'on a construites dans le réseau. On propose aussi des alternatives, avec plusieurs possibilités d'ENR qui seraient compatibles d'un point de vue technique avec le bâtiment. Catherine, qui connaît bien l'outil en réseau, puisqu'il a été développé d'abord sur la région PACA avant de s'étendre au niveau national. Et BAT-ENR, ce sera le cas aussi, il sera disponible au niveau national. Et donc, on fera une présentation au 3e webinaire. Voilà. Eh bien, merci et à Franck Espalivé qui nous aide à finir l'alphabet des acronymes en parlant donc du coup d'un SDE qui pourrait être fait à l'échelle d'un EPCI. Ouais. C'est les joies de la planification. Hein. Sur la diapo que je vous ai montré, il n'y a que des acronymes, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc un schéma directeur, est-ce qu'il peut être fait au niveau d'un EPCI? Oui, effectivement, souvent c'est intéressant en fait d'articuler le schéma directeur énergie avec le plan climat. D'ailleurs, on peut des fois avoir comme action du plan climat air énergie la réalisation d'un SDE pour aller plus loin sur le volet énergie, puisque le plan climat il adresse à la fois des questions climatiques, des questions de qualité de l'air, des questions énergétiques, et donc sur le SDE on peut venir faire un focus, aller un peu plus loin sur la partie énergie. Après, on a aussi des SDE qui se sont développés à l'échelle de syndicats d'énergie aussi. Il y en a qui ont porté des schémas directeurs énergie, en tout cas le même type d'exercice. Donc aujourd'hui, comme on disait, c'est des démarches volontaires. Il n'y a pas trop de cadrage réglementaire, donc ça reste sur la base de ceux qui ont envie d'aller plus loin sur ces exercices-là. Dans la diapo, vous verrez, Charlie, elle a mis un lien sur un guide qui a été réalisé justement sur le schéma directeur énergie qui permettra d'aller un petit peu plus loin si vous voulez avoir plus d'infos sur ce sujet qui est disponible aussi sur la plateforme de l'ADEME. Merci beaucoup. Je crois que la question suivante s'adresse à Monsieur le maire, Monsieur Beauclé. Est-ce que l'utilisation du foncier des parkings pour la mise en place des sondes couvre les obligations de production d'ENR de ceux-ci? On a des déclarations en temps et en heure avec le foreur, qui est la société Drillit. Et on a travaillé avec un maître d'œuvre, donc un double maître d'œuvre, un maître d'œuvre thermique qui était Manergie et un maître d'œuvre sur la partie géothermique qui était Burgia. D'accord, mais la question portait plutôt sur est-ce que ça couvre des obligations de production d'ENR sur ces surfaces-là? Mais on n'a pas de contrainte en fait. Quand vous mettez une sonde, on la met à 80 cm, 1 mètre de profondeur. On a remis de l'enrobé et on peut à nouveau garer les voitures sur les parkings. C'est ce côté qui est assez intéressant. Une fois que c'est en place, ça pose pas de difficulté. Okay. Mais par contre, on est obligé de faire des déclarations au niveau des forages. Ça, c'est obligatoire, puisqu'on est à moins de 500 kW. D'accord. Et du coup, je suppose que il n'y a pas eu non plus d'obligation à faire des travaux d'isolation. C'était la suite de la question, mais je comprends que non. On a fait des travaux d'isolation sur certains bâtiments, mais on a préféré agir sur les températures parce que ça a un impact plus important. Par contre, dans l'implantation du champ de sonde, on a quand même des distances à respecter par rapport aux voiries. Donc, on avait quand même 5 ou 10 mètres à respecter par rapport aux voiries. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Ok, merci beaucoup pour ces précisions. Je vois que vous avez apporté aussi les précisions concernant les coûts et c'était l'objet de votre dernière intervention. Encore des questions sur BAT-ENR. D'où proviennent les données? Donc là, c'est les interlocuteurs précédents. Voilà.
Oui, alors sur les données de BATENR, on détaillera dans le webinaire 3, mais globalement, donc elles proviennent à la fois du projet en réseau qu'on avait déjà évoqué un petit peu, ceux qui connaissent, il est documenté. Ça vient à la fois de la BD Topo, des fichiers fonciers, de la base de données nationale des bâtiments qui est réalisée par le CSTB. Et puis après, on vient calculer un certain nombre de choses à partir de toutes ces données-là. On utilise aussi des données de ressources de gisement, une partie qui provient d'Efficacity pour tout ce qui est chaleur fatale industrielle et data center, une partie du BRGM sur les ressources géothermales. Et est-ce que j'ai fait le tour dans les grandes lignes? Je crois que c'est ça. Et le cadastre, oui aussi. Donc on a un cadastre solaire qu'on bascule en solaire thermique, qui nous provient d'un bureau d'études Citelia au niveau national, aussi disponible sur le portail Carto des ENR, celui qui sert à saisir les zones d'accélération. Ok, merci beaucoup. J'adresse un petit message personnel aux co-animateurs de ce webinaire, s'ils peuvent juste reprendre la suite des questions, parce que moi, je voulais mettre un lien vers un webinaire précédent qu'on avait réalisé dans le cadre de la e-communauté sur les schémas directeurs. Et du coup, comme ça me laisse le temps d'aller chercher, parce que j'ai vu que les schémas directeurs étaient du coup un vrai sujet, et peut-être qu'il y aurait un intérêt à diffuser ce lien. Vanessa, tu peux reprendre? Oui, avec plaisir, Julien. Super. Je vois qu'il y a une question donc de Florent Chaudot ou Monsieur Bouclé. Vous avez commencé à répondre, mais pour en faire profiter peut-être l'ensemble des participants oralement, Oui. la question c'était effectivement une régie municipale gère le réseau de chaleur. Comment avez-vous pu recruter le personnel technique qualifié nécessaire? Donc je vous laisse répondre, Monsieur Bouclé. On n'a pas de personnel, en fait, on sous-traite l'exploitation à la société Engie qui a fait les travaux. Par contre, on a mis un objectif de bonus-malus sur le COP de manière à ce qu'on ait une garantie de tenue des objectifs. Parce que c'est un trop petit réseau, c'est pas possible de mettre du personnel sur une petite installation comme celle-là. Et en termes de timing, en fait, on a lancé l'appel d'offres en mai, on a commencé les travaux de sonde en juillet, on a passé les réseaux durant l'été et ça a été mis en service au mois de novembre 2024 et les pompes à chaleur ont été mis en service au mois de décembre 2024. Et les bâtiments complémentaires, notamment les professionnels de santé, ont démarré en juin de cette année, on a commencé à chauffer en septembre. Et le restaurant scolaire, pareil, il a démarré en septembre de cette année également. D'accord. Je vous remercie pour ces précisions. C'est vrai que ça permet de pouvoir se projeter aussi sur la temporalité, excusez-moi, de ce type de projet. Et c'est vrai que c'est important pour la planification, justement. J'ai le sentiment qu'on a fait le tour des questions et ça tombe bien puisqu'on arrive à la fin de ce webinaire. Simplement, donc je tiens à nouveau à remercier vraiment l'ensemble de nos intervenants. Donc vous le savez, ils laissent à disposition bien entendu toutes les ressources qu'ils vous ont proposées. Vous les retrouverez dans la e-communauté énergie du CNFPT. Et puis la possibilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, de déposer encore quelques questions en commentaire de notre post. Vous trouverez les ressources. J'en profite également pour vous rappeler de nouveau les prochains webinaires de ce cycle. C'était un cycle autour de la chaleur et du froid renouvelable avec la programmation de 4 webinaires au total. Nous avons donc vécu ensemble le deuxième webinaire. Le prochain se passera le 18 décembre de 11h à 12h30 avec donc pour thématique piloter les réseaux de chaleur et de froid, gouvernance et outils au service des territoires. Donc là, on va vraiment aborder la gouvernance des projets de réseaux de chaleur et de froid, les pratiques de pilotage, les outils adaptés pour garantir le succès de ces projets sur vos territoires. Le 4e webinaire se passera, lui, le 20 janvier 2026.
de 11h30 à 13h cette fois-ci. Et on s'attardera sur la charte donc, qui a été mise en place pour concilier le développement de la chaleur bois et la préservation des ressources. Voilà, il sera en lien donc avec la charte élaborée par Énergie Partagée. Écoutez, je vous remercie pour votre attention et votre participation tout au long de ce webinaire. Je remercie également mon co-animateur Julien pour avoir relayé vos questions. Et puis, notre coordinateur de e-communauté, Emmanuel, qui vous a présenté l'offre de formation en début de webinaire. Et je vous souhaite à tous une très bonne Farhat. Et Farhat qui nous aide sur... C'est vrai. Farhat, c'est l'homme de l'ombre, mais il est là pour la technique qui est, on le sait, très précieuse. Merci, au revoir. Bonne fin de journée à tous et toutes. À bientôt.